Alors, bonjour et bonjour à toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Je suis Mathilde Rohrbasser et bienvenue sur ma chaîne YouTube Revenir à l'unité. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me passionne énormément, la parentalité positive, et pour ça, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Charlotte Uvira. Alors pour commencer, je voudrais te remercier d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui te remercie, Mathilde. Et puis je voudrais que pour les personnes qui nous regardent, tu puisses te présenter, expliquer un petit peu ton parcours professionnel et puis comment toi tu en es venue à la parentalité positive. Ok, j'ai fait des études de marketing et ensuite, voilà, je suis arrivée après quelques travails dans des multinationales de l'agroalimentaire. Je suis arrivée en Suisse parce que je suis française d'origine et j'ai créé à Bâle une école de français langue étrangère qui s'appelait Volubility. Et le concept, c'était de s'amuser en apprenant. En fait, c'était the Language School of Entertainment. Mm-hmm. Donc, en fait, c'était vraiment l'école de français pour s'amuser. Donc, l'idée, c'était vraiment de s'adapter aux personnalités des clients et tout. Et puis, en fait, ce que j'aimais beaucoup dans tout ça, c'était l'accompagnement des gens plus que la langue française. Donc, là-dessus, je m'éclatais bien. Ensuite, j'ai eu ma fille. Voilà. Et puis, j'ai dû arrêter à Volubility parce que mon mari étant à Berne, moi étant à Bâle, c'était assez compliqué. Et voilà, donc j'ai eu ma fille et puis ça s'est bien passé au début jusqu'au jour où elle a commencé à ne pas faire ce que je voulais qu'elle fasse. C'est bizarre ça. Si c'est déjà arrivé à d'autres parents. Tout se passe bien pendant les premiers mois, grosso modo, on porte le bébé, on l'emmène là où on veut et tout. Et puis d'un seul coup, le bébé veut plus être un bébé. Et en fait, je me rappellerai toujours de ce jour-là, et j'en parle dans mon livre, justement, c'est l'introduction, où en fait, elle a recraché son plat. Son plat que moi, je lui avais fait avec amour, avec des légumes frais, avec, tu sais, mon appareil, là, comment ça s'appelle Ah, les appareils pour bébé, là. Oui, très je sais plus. Avec de belles couleurs. Hein. Ouais. J'étais très contente. Je faisais des soupes magnifiques. Eh ben, ça lui a pas plu et elle l'a recraché. Et là, je me suis dit, la première phrase que je me suis dit, ça a été « tape là ». Ouais. Mm-hmm. Tape là, parce que elle te doit l'obéissance. Mm. Et puis, alors là, il y a un dialogue. Hein. C'est mon côté bipolaire. Il y a un dialogue qui s'est entamé entre mon petit diable et ma bonne conscience. Et puis ma bonne conscience a dit non, il n'est pas question de la taper, c'est une enfant. Et puis mon mauvais petit diable a dit mais quand même, elle te manque de respect. Alors quand est-ce que tu vas pouvoir la taper? Alors je me suis dit tiens, question intéressante. Quand est-ce que je vais pouvoir la taper? Et puis là, je me suis dit, non, mais je pourrais jamais la taper parce que je suis vachement plus forte qu'elle. Mm-hmm. Et le jour où elle sera assez forte, entre guillemets, pour être tapée, elle me tapera dessus. Donc, je me suis dit, non, c'est pas une option. Du coup, il a fallu que je me repositionne en me demandant comment on élève un enfant. Moi, j'avais été élevée avec des fessées, des menaces, une grosse dimension peur, en fait, qui fonctionnait bien sur les résultats. Après, sur le désordre psychique, ça fonctionnait bien aussi. Et voilà. Et donc, je me suis inscrite à un atelier pour les parents. Waouh, magnifique. Et du coup, toi, dans ta profession maintenant, pour les personnes qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu fais exactement? Beaucoup de choses. Ouais. Alors, ce que je fais maintenant, je développe des ateliers. J'anime ces ateliers. Je forme des animatrices pour donner ces ateliers. J'ai créé Ratatam Plus, qui est une association pour les approches éducatives positives. J'en suis la présidente et puis nous donnons donc des ateliers aux parents, mais nous donnons aussi des formations aux professionnels de l'enfance, de la petite enfance et de l'enseignement. On a créé un label qui s'appelle le label APEPO, donc le label des approches éducatives positives. Et je développe aussi des produits comme les cartes de retour au calme. J'écris
Donc mon livre va sortir là tout prochainement, Mon bébé. Et voilà, c'est un peu tout. En fait, il y a d'autres choses, mais je pense que c'est l'essentiel. C'est pas mal déjà. Et puis moi justement, je serais très intéressée de connaître ta définition de l'éducation positive parce qu'on entend énormément de choses très positives mais aussi négatives à propos de ce sujet. Quelle est ta définition à toi? Alors, pour moi, c'est une expression qu'il faut compléter. Éducation positive pour le développement de l'enfant. Donc en fait, c'est pas positif dans le sens voilà, j'ai le smile, mon enfant vient de me refaire le mur, vient de casser la bouteille de sirop par terre. Hein, je suis elle. Et je suis un parent positif. Non, c'est pas ça. C'est pas positif en tout temps, en tout instant. C'est plus des approches que l'on va avoir qui vont permettre à l'enfant de se sentir bien, c'est-à-dire respecté sur le moment, mais également des approches qui vont lui permettre de se développer à part entière, enfin vraiment qu'il développe tout son potentiel dans l'avenir. Et c'est le plus important. Donc c'est pas, on va pas chercher à ce que l'enfant soit bon à l'école, par exemple. C'est pas du tout notre souci. On n'a pas besoin de gens que de gens qui soient bons à l'école. Le plus important, c'est que les gens soient heureux. Et quand ils sont heureux, ils sont de bonnes personnes pour la société et ils permettent à la société aussi de bien fonctionner. Donc ce côté positif pour le développement de l'enfant, eh ben ça devient positif pour les parents parce qu'il y a moins de stress, positif pour la famille parce que voilà, encore une fois, il y a moins de stress, tout se passe bien. Positif pour l'individu qu'il est, mais positif pour la société parce qu'il fait partie de la société, cet enfant-là. Et il en fera partie en tant qu'adulte, donc c'est ça, positif. C'est une très belle définition, je trouve, c'est bien complété. En quoi ce type d'éducation, ça peut aider les parents lorsque nos enfants font des crises? Et oui, des fois, il y a des enfants qui font des crises. Non, les miens, ils en font plus. Pas du tout. Ou alors des oppositions, peut-être? Non plus. Alors, ta question, c'est en quoi ça peut aider les parents? Oui. D'avoir une éducation, de donner à leurs enfants une éducation positive? Pendant ces périodes difficiles, ouais, entre guillemets. Bon, en fait, je pense que l'enfance reste une période difficile pour les parents parce que les parents gèrent très très mal les frustrations. Les parents n'aiment pas être frustrés, donc quand leur enfant ne fait pas ce qu'il demande, ils font un caprice, les parents. Donc, en quoi ça va les aider? Parce que je considère donc que la période difficile, grosso modo, c'est la vie ensemble, les relations, c'est compliqué, que l'on soit avec des enfants ou avec qui que ce soit d'autre. En fait, ça va réduire considérablement les difficultés, les oppositions, les problèmes. Ça va réduire l'agressivité de l'enfant. Ça va réduire la violence. Voilà, l'enfant qui est éduqué avec une vraie éducation positive, donc là, je veux vraiment dire vrai dans le sens où l'éducation positive, c'est pas l'éducation laxiste ou permissive. Parce que ça, c'est pas profitable à l'enfant dans sa vie. Donc, quand vraiment on applique l'éducation positive, on a des enfants qui sont plus joyeux et plus coopérants, quoi. Donc ça change tout, on a moins de crises, donc on est moins nous-mêmes stressés, et dans les moments difficiles, on gère mieux. Et justement, j'entends beaucoup de parents qui me disent oui, alors c'est super d'avoir une attitude bienveillante, d'être à l'écoute de nos enfants, d'être dans cette patience, mais comment trouver l'équilibre justement entre ce côté, cette attitude bienveillante et poser le cadre? Ce qui me laisse sans voix, c'est la manière dont tu poses la question. Parce que en fait, c'est même pas une recherche d'équilibre pour moi. C'est-à-dire que les enfants, pour se sentir bien, ils ont besoin d'un cadre. Et ce cadre, ils se sentent bien quand c'est leur papa ou leur maman qui le pose. Parce qu'ils trouvent que leur papa ou leur maman est légitime pour poser ce cadre. Donc, le parent doit poser le cadre, il doit mettre des limites, mais il ne doit pas être rigide. Alors, le cadre, lui, il est rigide. Je m'explique. On ne peut pas négocier la violence dans la famille.
Donc, on est rigide sur ça en tant que parent parce que la violence ne peut pas être acceptée dans la famille. Il n'y a pas de « oui, mais cette fois-ci, non, mais je l'ai tapé parce que, etc. » Non, si dans notre cadre, il n'y a pas de violence possible, il n'y a pas d'explication à donner ou à justifier la violence. Donc, on est très rigide sur le cadre, mais on sait être très souple à l'intérieur du cadre. Le cadre, il met les frontières à notre espace de liberté. Et donc, en fait, eh bien, tant que je suis dans le cadre, je jouis de liberté. Quand je m'approche du cadre et quand je suis sur le cadre, là, je suis à la frontière. Je n'ai pas le droit d'aller plus loin. Donc, dans un cadre, je pense qu'il nous manque peut-être des mots de vocabulaire dans nos langues pour être plus clair. Parce que quelquefois, les parents vont dire « Non, mais on a des règles, il n'y a pas de bonbons avant le repas. » D'accord ? Non, mais ça te fait rire. Mais ouais, c'est pas drôle. C'est un truc super important pour le parent moderne. Ouais. Pas de bonbons avant le repas. Mais c'est pas quelque chose qui fait partie du cadre, ça. Parce que c'est pas assez... c'est pas assez rassembleur, ça répond pas à des besoins humains profonds, cette question de bonbons, quoi. Et puis en plus... On sait bien qu'on fait des exceptions avec nous-mêmes. Hein. Dès que les enfants sont couchés, on ouvre très vite tous les paquets de biscuits et Comment tu me connais, toi? Mais comment me connais-tu aussi? Et les tablettes de chocolat, etc. On sait aussi que on est capable d'estimer, par exemple, si l'enfant il a passé toute la journée dehors, qu'en plus ça fait perpète qu'il a pas eu de bonbons, voilà, donc il s'est beaucoup dépensé, il en a pas eu, voire on lui en avait promis un jour, il s'en rappelle lui, puis il nous dit non mais attends, on est avant manger, mais tu m'avais promis un bonbon à 4 heures, tu me l'as pas donné. Donc là on est dans la négociation. On est en train de tendre l'oreille et on montre à l'enfant que oui, il peut avoir des arguments valables et que nous sommes à même de les considérer. Et donc, quand on considère ces arguments, l'enfant se sent considéré. Donc, en fait, c'est pas tant l'équilibre, mais plus de bien savoir faire la différence entre ce qui est de l'ordre du cadre et ce qui est de l'ordre de la liberté, en fait. Pour moi, ça se joue là. Je trouve ça très bien parce que justement, toi, tu réexpliques la question que je voulais poser et du coup, je vais pas la poser, mais parce que tu y as répondu, c'était vraiment souvent les gens dans l'éducation positive, ils ont peur d'aller là-dedans parce qu'ils pensent que d'un seul coup, il y a plus de cadre et qu'on va en faire des enfants rois. Parce qu'effectivement, comme maintenant on accorde beaucoup d'importance à nos enfants, et ce qui est super, on a tendance aussi parfois à pas leur donner de limites et c'est des enfants qui souffrent aussi beaucoup. Donc c'est tout l'inverse de ce que tu expliques dans l'éducation bienveillante en fait. Ouais. Puis ce qui serait sympa, c'est peut-être de voir qui sont ces enfants rois dont nous parlons. Et pour moi, il y en a deux types. Il y a l'enfant à qui on laisse tout faire. Et puis cet enfant, il souffre beaucoup. Parce que, en fait, il va se confronter à ses parents, il va même peut-être les taper, les agresser, les insulter, etc. Parce que, en gros, il leur dit « Non, mais oh, prends ton rôle, quoi. J'ai besoin de toi. Il faut que tu me poses des limites. Il faut que tu m'enseignes à vivre en société et tout, quoi. » Donc, il y a cet enfant roi-là qui est le résultat de la permissivité. Puis, il y a un autre type d'enfant roi. Et c'est toujours le comportement vise toujours à secouer le parent. C'est l'enfant qui reçoit beaucoup de choses matérielles, mais qui ne reçoit pas de présence parentale, quoi. C'est-à-dire que lui, il a pas envie d'avoir tous ses Legos, tous ses jouets, tout. Voilà, il n'a pas envie d'avoir profusion d'objets. En fait, ce qu'il recherche, c'est la rencontre avec ce parent qui lui échappe comme une savonnette, quoi. Et ce parent fuit dans la cuisine, dans le ménage, dans les réseaux sociaux, etc. Et puis, il n'est pas palpable.
Et par contre, pour se déculpabiliser, ce parent-là va gâter énormément son enfant. Donc, du coup, on se retrouve avec deux types d'enfants rois, effectivement, mais ça n'a rien à voir avec l'éducation positive. Mais alors, rien à voir. On n'est pas dedans, quoi. Ben, c'est super, parce qu'au moins, tu as pu mettre un terme à ça et réexpliquer. Et puis, je trouve que dans notre société actuelle aussi, on demande énormément aux parents. Et aux adultes, de par la pression professionnelle, il faut toujours être dans le faire, il faut être performant, il faut savoir gérer le stress, il faut aussi des parents bienveillants, il faut donner à manger équilibré à nos enfants, ce que je trouve très bien. Hein. Mais moi, Mais la question que je me pose, c'est surtout comment on peut donner à nos enfants quand soi-même, on n'a pas reçu de l'amour ou ce type d'attention. Bon, un bon parent, c'est un parent qui prend soin de lui. Donc, si on n'a pas reçu ce dont on avait besoin quand on était petit, eh bien, il va falloir qu'on se mette en mouvement pour réussir à créer ce lien avec nous-mêmes qui est profondément bienveillant. Et donc, on ne peut pas donner à quelqu'un ce que l'on n'a pas reçu soi-même ou voilà. En gros, même si on ne l'a pas reçu, si maintenant, au présent, on est en bonne relation avec nous-mêmes, on s'aime, on prend soin de soi, etc., eh bien, du coup, là, ça va être possible. Donc les parents doivent se mettre au travail, effectivement, pour réussir à créer ce profond sentiment d'amour envers eux-mêmes, qui est très, très important pour éduquer des enfants. Ouais, ça, c'est la base, hein, vraiment, de pouvoir se donner de l'amour à soi-même dans toute situation, qu'on soit parent ou pas, c'est tellement important. Ne pas se dénigrer, surtout ne jamais se dénigrer. Ne jamais se dire des choses du genre mais je suis qu'une merde, je sais pas éduquer un enfant, de toute manière il y a qu'avec moi qu'il fait ça, avec les autres évidemment il le fait pas, j'ai rien compris. Pourquoi ris-tu? Je sais pas. Alors surtout pas tomber dans ce genre de choses. Ça n'est ni utile à nous, ni utile à l'enfant. Au contraire, il faut savoir, pour pouvoir pardonner, il faut savoir se pardonner à soi-même. Donc se dire, bah oui, je fais quand même du mieux que je peux. Oui, cette fois-ci, j'ai pas réussi, mais j'ai bien l'intention de faire mieux la prochaine fois. Ou bien, oui, cette fois-ci, ça n'a pas marché, mais je sais bien que ça ne marche pas toujours pour tout le monde. Donc, savoir, en fait, être bienveillant avec soi, comme ce que l'on attendrait, en fait, d'un très bon ami. Notre meilleure amie, elle va pas nous dire « Ah, mais t'es qu'une merde !» Ou dans ce cas, c'est pas la bonne meilleure amie, il faut vite en changer. Mais la bonne meilleure amie, elle va dire « Mais tu vois, tout ce que t'as déjà fait, tout ce que tu fais, bravo !» Ouvre les yeux, mais tu n'es pas si mauvaise, je t'ai vu faire ça, etc. Donc, on doit être notre meilleur ami. Super important. Ouais, ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Ça, c'est à retenir et ne pas se juger. Voilà. Et justement, moi qui suis maman de 2 enfants, et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui nous regardent qui ont plusieurs enfants, et je me posais la question, en cas de conflit entre frères et sœurs, comment est-ce qu'on doit agir? Est-ce qu'on doit intervenir ou pas? Est-ce que toi, tu aurais 2-3 conseils à donner aux personnes qui nous regardent? Oui, alors on va commencer par maintenant t'arrêtes, je t'en fous 2, je te prive de l'objet que t'es... Mais qu'est-ce que c'est? Alors le truc classique, hein, moi j'aimerais quand même revenir dessus en tout premier. 2 enfants se disputent un même jouet. Ouais. Le parent arrive, dit « Alors, vous êtes en train de vous disputer pour ce jouet? Eh ben, puisque c'est comme ça, je le prends !» C'est un truc. Moi je trouve ça... super impressionnant, parce que je me dis, imagine toi Mathilde, t'es sur l'ordinateur, alors c'est vrai que maintenant on a plein d'ordinateurs dans la maison, mais imagine on est encore dans cette époque où il y avait qu'un ordinateur dans le foyer, et puis on le mettait dans le salon et tout, puis t'es sur l'ordi et tout, et puis tu te dis tiens je dois aller aux toilettes, alors tu pars aux toilettes, tu vois, et puis après sortant des toilettes tu dis bon maintenant que j'y suis, je vais aller me chercher un thé, alors tu vas te chercher un thé et tout, puis tu reviens et ton mari il est devant l'ordi. Bizarre. Alors tu dis non mais attends, j'étais devant l'ordi moi. Je te dis
non, t'étais pas là. Alors, tu dis, bah si, j'étais aux toilettes, mais j'allais revenir. Mais non, t'étais pas aux toilettes, t'étais dans la cuisine. Et là, moi, je dirais, alors, puisque c'est comme ça, puisque vous voulez tous les deux l'ordinateur au même moment, ben moi, je le prends. Ouais. Et puis, je le prends. T'imagines? Tu dirais, mais elle est gaga celle-ci ou quoi? Non mais ça va. C'est pas parce qu'on veut la même chose au même moment qu'on doit nous en priver. Alors dans ce cas, par exemple, le type qui vend une voiture d'occasion, il a 2 acheteurs, privé d'achat. Ouais. Non, on a des réflexes comme ça qui sont ridicules. Après, pourquoi on réagit comme ça? Justement, on est dans la réaction, on n'est pas dans la réponse. Donc, ça nous stresse en fait, ça nous énerve que nos enfants complètement. Donc on va régler ça très très vite. Alors, on doit vraiment prendre conscience que d'abord, il y a des attitudes de notre part qui vont aiguiser les jalousies et rivalités. Donc ça, c'est clair. Donc, on doit faire attention à ça parce que il est possible que nous, dans notre manière d'approcher l'enfant, nos enfants, on crée des dissensions, des conflits de la compétition et tout. Donc, on doit revoir ça éventuellement. Et derrière, on doit voir que la raison pour laquelle ils se disputent, ils s'agressent, ils se manquent de respect, c'est leur immaturité, leur incompétence sociale, quoi. En gros, ils savent très tôt être en désaccord, mais ils ne savent durablement pas gérer leur désaccord. Et que si nous, on les empêche d'apprendre à gérer des désaccords, ils ne l'apprendront pas. Donc, chaque conflit auquel nous sommes confrontés est une opportunité pour nous d'enseigner à nos enfants comment on fait dans la vie quand on n'est pas d'accord. Et une fois qu'on a compris ça, ça devient merveilleux parce que bien sûr que ça reste un peu agaçant. On aimerait bien être tranquille, nous les parents, juste avoir des enfants qui bronchent pas. Je n'en connais pas. Qui seraient tout le temps sages et tout. Alors ça, ce serait cool. Mais en réalité, ils ont beaucoup de chance, les frères et sœurs, d'être dans une famille parce que ils vont vivre des conflits tout le temps, un par heure en moyenne. Ça nous semble beaucoup. Ça fait 12, 14 dans la journée. Et grâce à nos approches éducatives, à la manière dont on va les accompagner là-dedans, ils vont pouvoir apprendre à gérer les conflits et les désaccords avec leur père, c'est-à-dire à l'école, dans les activités extrascolaires, etc. Sinon, ils ne l'apprennent pas. Donc nous, on doit se soucier d'approcher ça de telle manière à enseigner quelque chose. Mais concrètement, je vois beaucoup aussi certaines personnes qui disent oui, il faut intervenir, et puis d'autres qui disent non, il faut les laisser gérer eux-mêmes, tout seuls. Qu'est-ce que toi tu en penses? Ça dépend. Dans la mesure où dans mon cadre, la violence est interdite, je ne peux pas tolérer qu'ils commencent à se faire mal. Maintenant, je vois bien avec mes 2 enfants qu'ils explorent différents rôles. Quelquefois, c'est surtout le petit, parce qu'il a affaire à une chef, une vraie chef, elle commande tout, elle décide tout, etc. Moi, ça m'agace, quelquefois. Je dis, mais elle peut pas arrêter, non? Mais bon, bref. Et puis lui, il décide d'être un bon suiveur. Alors, il décide d'être dans la peau du suiveur. Et puis, il s'explore lui-même dans ce rôle-là. Et puis, il voit qu'il a des avantages à la suivre. Parce qu'elle est plus grande, parce qu'elle amène des idées qu'il n'aurait pas eues, et elle amène des compétences qu'il n'a pas encore, etc. Donc du coup, il se dit, tiens, je vais être suiveur parce que je vais y gagner de l'autre côté. Et puis quelquefois, il a pas envie d'être le suiveur, il a envie de compter, il a envie qu'on le prenne en compte, etc. Et puis, il s'explore dans l'affirmation. Et alors là, il s'explore de différentes manières pour l'affirmation, en criant, en pleurant, en appelant à l'aide, en lui tirant les cheveux, en boudant, en refusant de lui prêter quelque chose qui lui appartient et qu'elle aimerait bien avoir. Et il explore plein de choses que nous-mêmes, on utilise parfois les confiscations, les machins. Ben non, tu l'auras pas si tu... Voilà. Eh bien, là, dans ce cas, je dirais c'est safe. Et puis... Ensuite, il y a les fois où juste on se dit, tiens, moi j'ai l'énergie pour leur enseigner quelque chose maintenant. Okay. Et c'est la raison pour laquelle je vais intervenir. Et puis j'en profite aussi pour te parler en France, on parle beaucoup
de la fessée et puis de l'importance de mettre une loi pour l'interdire. Ouais. Je voudrais savoir ce que toi tu en penses, pas par rapport à cette loi, mais pourquoi et en quoi le fait de donner une fessée à un enfant, ça peut être néfaste? Alors, une fessée ou la violence, qu'elle soit verbale ou qu'elle soit physique, en gros, empêche le cerveau de l'enfant de se développer correctement. Donc, pour que l'enfant développe les compétences de régulation émotionnelle qui vont faire qu'en fait, il va réussir à adopter des comportements responsables en lien avec les émotions qu'il ressent, eh bien, on a besoin d'un cerveau qui est bien développé, qui est développé pour réaliser cette mission. Et ça dépend en fait du cortex préfrontal qui se trouve ici, juste derrière le front, et qui finit de se développer, entre guillemets, parce que le cerveau est en plastique, hein, toute la vie, on peut se développer, mais il arrive à l'âge adulte à 25 ans chez les filles, à 27 ans chez les garçons. Avant cela, il est fragile. Et finalement, ce qui va se passer, c'est que chez les enfants qui subissent des violences, des menaces, du chantage, des hurlements, qui sont élevés par la peur, etc., eh bien, le cortex préfrontal va être plus petit et hypoactif. Et c'est lui qui régule les émotions, c'est lui qui inhibe des comportements, c'est-à-dire que c'est lui la pédale de frein pour s'empêcher de taper quelqu'un, pour s'empêcher de hurler sur quelqu'un, etc. Donc voilà, je pense que par exemple moi, je pense que j'ai certainement eu un cortex préfrontal assez peu développé. D'ailleurs, si je regarde ma trajectoire de vie, je trouve que j'avais une intelligence émotionnelle assez pauvre pendant plus de la moitié de ma vie, en fait. Et ça m'a donné beaucoup de travail de connecter tout ça. Et c'est un travail énorme. Donc, mieux vaut, en fait, s'abstenir de faire ça. S'abstenir de donner des fessées et tout, parce que du coup l'enfant il va mieux réguler et il va plus rapidement donner des comportements satisfaisants. Après, ce que je voudrais ajouter, c'est que c'est pas anodin d'être un couple et de voir son partenaire ou sa partenaire frapper, crier, s'énerver, etc. Ça ne met pas seulement à mal l'enfant, ça met à mal la cellule familiale et le couple parental. Et en fait, la violence, les fessées, etc. entraînent, à mon avis, souvent des stress dans les couples. Et c'est peut-être pas, ça n'est peut-être pas pour rien dans le nombre de divorces. C'est-à-dire, par exemple, on voit que en France, on a maintenant dépassé un couple sur 2 divorces et on a 80% de fessées. En Suisse, on est à 30% à peu près de divorces, 40% comme ça, et on est à 37% de fessées. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui pourrait... Il faudrait que ce soit étudié, mais qui pourrait aller ensemble. Si je ne suis pas capable, moi en tant qu'adulte, d'éduquer et que je suis dans la violence, il est possible que je mette à mal mon couple aussi et qu'il ne puisse pas résister à ça. Ben justement, c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, dans l'éducation, il faut être deux. Donc, d'où l'importance d'être d'accord dans la manière d'éduquer ses enfants. C'est vraiment préférable. C'est difficile d'éduquer des enfants quand on n'est pas d'accord. Je sais qu'il y a des familles qui essayent de le faire. J'y crois pas trop. Et puis pour terminer, j'aurais une dernière question. Effectivement, en Suisse et en France aussi, nos enfants ont des droits et merci. Mais est-ce qu'ils ont aussi des devoirs, nos petits chérubins ? Alors, c'est justement ce qui est traité dans Parentalité affirmée, effectivement. Les enfants ont acquis beaucoup de droits. Il y a de cela 40 ans, les enfants avaient des devoirs, ils n'avaient pas de droits. Et puis, on a voulu protéger les enfants du travail forcé et tout. Donc, on a dit, un enfant, ça ne doit pas travailler. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'on a mélangé travail et tâches domestiques. Oui, les enfants ont des devoirs et il est temps de le rappeler parce que quand on est le serviteur de ses enfants, comme n'importe quel serviteur, on est vite maltraité. Voilà, les 20 minutes canard.
Ah oui, alors parlons, oui, ça c'est génial. Alors, les 20 minutes canard, c'est un moyen de remettre les enfants au travail en s'adaptant à leur situation d'enfant. Donc, chez nous, ça se passe ainsi. À 19h10, on a le canard qui fait coin-coin. Hein, c'est une alarme, donc c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Coin-coin-coin, ça veut dire, OK, maintenant on doit se mettre au boulot. Jusqu'à 19h30, jusqu'à ce que le canard fasse à nouveau coin-coin. On est tous ensemble en train de contribuer à maintenir notre foyer en ordre et propre. Et en fait, l'avantage, c'est qu'on n'est pas dans quelque chose, c'est ton tour, non mais cette fois-ci c'est son tour, etc. Et puis après on sait plus quel tour c'est, et puis il n'y a plus personne qui veut rien faire. Et puis on n'est plus non plus dans cet état d'esprit de tenir son foyer en ordre et propre est une tâche ingrate. Parce que nous, en fait, on donne tellement l'impression à nos enfants que c'est pénible que bien sûr, ensuite, ils veulent pas le faire parce qu'ils disent non mais attends, t'es tout le temps en train de te plaindre que t'as ça et ça à faire, etc. Et maintenant, tu veux que je le fasse? No way! Vas-y, fais, maman. Donc, en gros, c'est un moment collectif où on fait tous le ménage, où on contribue tous, on ne regarde absolument pas qui a fait ce désordre et est-ce que c'est à moi ou est-ce que c'est à toi, etc. Non, c'est un moment de contribution. Et c'est très important que les enfants contribuent à garder leur foyer en ordre. Mais les petits mammifères, ils le maintiennent en ordre, ils font pas caca dans leur couche, enfin tu vois. Je veux dire, c'est quelque chose d'éminemment naturel, quoi. On doit arrêter de les protéger. Ils sont capables. Ils sont vraiment capables. Ils sont capables et puis surtout c'est important parce que sur le long terme ça va devenir des habitudes et c'est leur rendre service pour la vie entière en fait. Absolument. Si tu voyais mon garçon, il a donc 4 ans et demi, mais depuis qu'il a à peu près 3 ans et demi, il trie le linge par couleur, par matière, il met dans la machine. Il met en place pour laver. Ce sont mes enfants qui rangent toujours leur linge propre dans les armoires, les tiroirs, etc. Moi, je ne m'en occupe absolument pas. Enfin voilà quoi, ils sont capables de plein de choses avec leurs petits doigts. Tu vois, nous on a des placards de cuisine, il y a des rainures, tu sais, qui sont faites dedans un peu style bateau et tout. Mais c'est compliqué à nettoyer. Ouais. Alors lui, il passe bien ses petits doigts avec le chiffon pour nettoyer. Notre manière de voir les choses, c'est qu'il y a toujours un truc à nettoyer dans une maison. Ah oui. Et voilà. Donc c'est un bon moyen de remettre des devoirs domestiques aux enfants. Je suis à fond pour. Ouais. Moi aussi, je trouve que ça leur rend service pour plus tard. Pensez au long terme. T'as essayé les 20 minutes canard ? Alors non, moi je fais pas 20 minutes canard parce que le soir, nous, on fait yoga, 20 minutes yoga avec les enfants. Mais par contre, effectivement, quand ils font le ménage avec moi, ils débarrassent le couvert, ce qui est normal, hein, mais il y a plein d'enfants qui le font pas. Ils participent aussi à la vie de famille, donc ils mettent aussi le couvert. 3 fois par semaine, ils font le repas avec nous. Ils adorent. En plus, les enfants, ils adorent cuisiner. Faire à manger, c'est super avec les enfants. Ils débarrassent leur couvert et puis ils vident le lave-vaisselle. Voilà. Et puis, plein de petites choses. Et puis, je pense toujours au long terme parce que je me dis toujours, c'est leur rendre service pour plus tard. Donc, Et puis, c'est important ce que tu dis aussi quand tu dis qu'ils aiment. Oui. Ils aiment parce que personne n'aime être inutile. Et en fait, c'est incroyable comme on fait souffrir nos enfants à vouloir absolument les rendre inutiles. Et le plus beau cadeau que l'on puisse faire à quelqu'un, c'est lui donner l'impression qu'il compte, qu'il a de la valeur, qu'il est quelqu'un d'utile, quelqu'un de désiré. Voilà. Et il suffit de voir nos enfants quand ils disent « Ah, grâce à moi, maman, tu as pu faire ça, etc. » Et puis on dit « Oui, tu es utile, tu m'aides beaucoup. » Ça leur fait du bien. C'est très important. Donc, il faut vraiment insister là-dessus. Ouais. Voilà, en tout cas, j'ai l'impression qu'on a fait le tour de toutes les questions que je voulais te poser. Est-ce que toi, tu aurais envie de dire quelque chose ou de donner un autre conseil ? Il y a le film Le cerveau des enfants. Il y a le film Le cerveau des enfants avec Matthew Ricard, Dan Siegel, Carol Dweck, Tina Payne Bryson et d'autres encore, Alan Shore. Alors, si vous les connaissez pas, c'est un peu alors Matthew Ricard, c'est le traducteur officiel en français du Dalai Lama. Je pense que maintenant tout le monde le connaît.
Et puis les autres que je vous ai cités sont soit des spécialistes du cerveau de l'enfant et ont écrit des livres dessus, ou bien sont des spécialistes chercheurs très reconnus de la psychologie positive. Et Ratatem Plus organise, sponsorise en fait la projection de ces films en Suisse romande, dans le canton de Fribourg et dans le canton de Vaud. Ça nous demande beaucoup de travail, mais on fait ça parce qu'on pense que c'est éminemment utile de comprendre comment fonctionne le cerveau de l'enfant. Donc, je me rappelle pas des dates exactes pour le canton de Vaud. Je sais que pour le canton de Fribourg, on sera le 4 juin au Rex. Et puis on fera un débat après, on vous l'offre, on est là pour vous parler. Et puis on sera aussi au Prado le 14, donc ça c'est à Bulle. Il me semble que dans le canton de Vaud, on est sur la date du 6 juin, je crois. Puis je serais plus capable de dire, c'est au Puy, au City Club à Puy, au City Club de Puy. Voilà, donc il y a des choses à faire, il y a des choses à voir et c'est important et puis ça nous permet d'acquérir plus de patience quand on comprend mieux le fonctionnement de l'enfant. Super, et puis tu peux parler un petit peu de ton livre parce que ça m'intéresse beaucoup. Que veux-tu savoir sur mon nouveau bébé ? J'aimerais savoir le titre et puis de quoi ça parle. Ok, donc ce livre s'appelle Parentalité affirmée. C'est un livre qui justement vient combler cette brèche qui s'est créée par rapport à la parentalité positive ou à l'éducation positive, permissivité, laxisme, etc. Non, il n'en est pas question. Et puis dans Parentalité affirmée, j'explique bien aux parents comment ils peuvent rester dans la bienveillance éducative et en même temps dans la bienveillance envers eux-mêmes et en étant de bons éducateurs, donc en posant bien le cadre, en étant affirmés. Et donc on découvre que le parent, il doit être à la fois le capitaine du navire. Il n'y a que lui qui peut porter cette casquette-là. Elle lui revient de bon droit. C'est à lui de mener l'embarcation. Comme un bon capitaine, c'est à lui de mettre l'équipage au travail avec des règles, avec des possibilités de se développer aussi, etc. pour que l'équipage il soit motivé. Donc il est à la fois le capitaine, c'est lui qui va donner le cap, qui va dire où est-ce qu'on va aller, est-ce qu'on va là, est-ce qu'on va là. Et chaque parent met le cap sur une île de la parentalité qui est différente. Et en général, on se repère grâce à un phare. Et le parent capitaine, c'est aussi un parent phare. Et ce parent phare, il est phare parce qu'il est positif, humble, affirmé, responsable et empathique. Ce qui fait le phare. Quelle belle qualité. Voilà. Et donc, dans ce livre, on explore comment on peut être positif, humble, affirmé, responsable et empathique pour élever nos enfants. Et il est déjà sorti ou il va sortir bientôt ? Il sort en juin, au plus tard, je pense, le 15 juin. Ouais. Donc, on pourra l'acheter sur ton site internet ou ? Je pense pas. Je pense qu'on pourra l'acheter en format Kindle et en version imprimée. Il y aura certainement deux formats. Un livre broché et puis un livre de poche sur Amazon. Génial, je me réjouis de le lire. Mais oui, moi aussi, et tu me diras ce que t'en penses. Avec grand plaisir, je sais que je vais aimer déjà. Il est fini. Maintenant, on est juste en train de voir si toutes les parties s'enchaînent bien ensemble avec la correctrice. Voilà, on est en train de le rendre tout beau. Waouh. Voilà. J'espère vraiment aux personnes qui nous ont regardées que ça vous aura apporté, que vous avez un peu mieux compris ce que c'était que l'éducation positive. Je me permets juste d'ajouter du coup que oui, on a les ateliers Tepapo pour les 0-12 ans. Enfin, c'est les parents des 0-12 ans. On en a en mai, je crois, le 25 mai, le 23 juin. On a l'atelier parentalité en pleine conscience que j'ai fait, qui est magnifique. Qui fait beaucoup de bien, me fait beaucoup de bien aussi, je dois dire. Donc, tout ça, c'est sur Ratatam Plus. Donc, venez visiter notre site internet. Allez-y. Et puis, merci beaucoup. Merci. J'ai adoré partager ce moment avec toi. Moi aussi, merci beaucoup. Et puis, à très, très bientôt. Ouais. Et puis, tout de bon à vous, comme on dit ici, et puis au plaisir de vous revoir. Merci.